Bonjour à toutes et tous. Bienvenue à nouveau dans ce cours de logique sur la logique propositionnelle. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de définir, sur la base des principes que j'ai expliqués lors du dernier cours, les connecteurs propositionnels exprimés par le langage courant, si, non, et, ou, et si et seulement si. Voilà, donc l'idée générale, c'est qu'on a trois principes. On a le principe de bivalence, toute proposition est vraie ou fausse. On a le principe de vérifonctionnalité, suivant lequel tous les connecteurs logiques sont définis par une fonction qui associe les valeurs de vérité des propositions élémentaires qui constituent les propositions moléculaires et la valeur de vérité de la proposition moléculaire. Le troisième principe est un principe d'exhaustivité, suivant lequel un connecteur logique n'est défini que si sa valeur, s'il associe une valeur de vérité à la proposition moléculaire pour toute distribution de valeurs de vérité des propositions atomiques. Donc ces trois principes conduisent à concevoir la définition de tout connecteur logique comme la représentation de ce qu'on appelle une table de vérité. Alors, je vais vous montrer un exemple de table de vérité tout de suite en partageant mon écran. Voilà, c'est ici. Donc ça, c'est un exemple de table de vérité où vous avez donc d'une part deux propositions qui sont représentées. Donc P et Q, c'est simplement des variables propositionnelles qui renvoient à n'importe quelle proposition. Donc dès que vous avez un énoncé qui peut être vrai ou faux, il peut prendre la place soit de P, soit de Q. La différence entre les deux lettres indique qu'on a affaire à deux propositions différentes. C'est-à-dire que P et Q ne peuvent pas être deux fois il pleut et il pleut. Il faut que ce soit il pleut et il fait du soleil. Et donc, ces deux propositions sont des propositions élémentaires. Si vous avez une proposition élémentaire P et qu'elle est donc cette proposition est soit vraie, soit fausse, et la proposition Q est soit vraie, soit fausse. Si bien que vous avez quatre configurations de vérité possibles, puisque si la proposition P est vraie, la proposition Q est soit vraie, soit fausse. Donc vous avez première configuration vraie, vraie, deuxième configuration vraie, fausse. Et si la proposition P est fausse, la proposition Q est soit vraie, soit fausse. Donc, on a encore deux configurations possibles, faux, vrai et faux, faux. Définir n'importe quel connecteur propositionnel consiste à donc inventer un signe. On peut inventer n'importe quel signe qui relie, donc qui permettrait n'importe quel connecteur qui relierait P et Q et qui associerait à chacune de ces configurations de valeur de vérité. La configuration de valeur de vérité, c'est la représentation d'une rangée du tableau. Donc, par exemple, ici, je peux dire, quand P est vrai et Q est vrai, quand il y a ce signe-là entre Q et vrai, peut-être que je vais mettre qu'un seul signe pour ne pas vous faire penser qu'il y en a plusieurs, on a comme valeur de vérité globale vrai. Je peux très bien ensuite, donc là, je n'ai pas encore défini mon connecteur propositionnel puisque je n'ai pas encore défini exhaustivement la valeur de vérité que prend la proposition moléculaire quand, pour chacune des configurations de vérité possibles, des propositions élémentaires qui constituent cette proposition moléculaire. Donc, il me reste encore trois cas à définir. Donc, je peux mettre au hasard un faux, vrai, faux. Et là, j'ai défini cet opérateur-là, que je peux appeler pourcentage, que je peux appeler blop, que je peux appeler comme je veux. C'est complètement arbitraire. Ce qui est important, c'est simplement que quand vous utilisez ce signe, on sache exactement quelle est la valeur de vérité qui est associée à ce connecteur propositionnel, de façon à ce qu'on puisse ensuite, nous aussi, le manipuler. Alors, sur cette base-là, donc ceci, c'est une table de vérité, et la question, c'est comment, à présent, définir donc, le connecteur et, si je le place ici, le connecteur, je vais juste recopier le tableau, connecteur OU, connecteur si, si P alors Q, le connecteur si et seulement si, plutôt d'abord seulement si P alors Q,
Et enfin, si et seulement si, et c'est une abréviation, SSI pour si et seulement si, alors Q. Alors, ça, c'est en quelque sorte notre programme de travail. Et donc là, évidemment, il faut que je retire les valeurs de vérité. J'aurais dû juste recopier le tableau sans indiquer les valeurs de vérité pour éviter de marquer des choses fausses et pouvoir le faire simplement en faisant des copier-coller. Tant pis. Je termine d'effacer. Voilà. Donc, notre objectif, c'est finalement d'analyser notre langage et d'essayer de notre langage ordinaire et d'essayer de savoir comment traduire ce qu'on veut dire quand on utilise le langage ordinaire en termes de vérifonctionnel, c'est-à-dire en termes de table de vérité. Alors d'abord, j'ai oublié un tableau, c'est d'abord on va considérer le cas de nom. Donc on m'a posé la question de savoir ce qu'était un connecteur unaire, ce que pouvait donner un connecteur unaire. Donc un connecteur unaire, c'est un connecteur qui n'a qu'une seule proposition comme proposition atomique et qui est constitué à partir de cette proposition par un connecteur quelconque. Donc, s'il n'y a qu'une seule proposition, je n'ai pas besoin d'avoir 4 cas, j'ai besoin d'avoir seulement 2 cas. Donc, vrai et faux, et les deux autres, ils sont inutiles, donc je peux les supprimer. Voilà. Et donc, pour définir le connecteur unaire, il suffit ensuite que je dise que si la proposition P est vraie, quelle est la propriété de la proposition pourcentage vrai, et si la proposition fausse, quelle est la valeur de vérité de la proposition pourcentage P. Pardon. Alors, comme je l'ai dit dans la réponse à la question, il y a 4 cas possibles, puisque là, je pourrais avoir vrai, je pourrais avoir faux, là, je pourrais avoir vrai, je pourrais avoir faux. La négation, c'est, donc si je dis, par exemple, je nie qu'il fait beau. Si jamais il fait beau est vrai, alors je nie qu'il fait beau, donc je nie qu'il fait beau, et si ça c'est vrai, alors je nie qu'il fait beau, ma négation de P est fausse, je me trompe. Si il fait beau est faux, et que je nie qu'il fait beau, alors j'ai raison, et donc c'est vrai. Du coup, voilà, on a ici la table de vérité de la négation. Alors, on a un signe, on pourrait l'appeler autrement, on pourrait très bien l'appeler le nuage. Le nuage P, c'est ça pour table de vérité, F est faux, c'est purement conventionnel. Mais malgré tout, on l'appelle négation parce que ça correspond à ce qu'on veut dire quand on nie une proposition dans le langage ordinaire. Du coup, on a défini ici l'opérateur de négation et on a un signe pour l'abréger, ce qu'on appelle une constante logique, qui est ce petit objet. Ou alors, on peut aussi faire une sorte de vague. Je ne sais pas si je sais le faire ça comme ça. Voilà, comme ça. Ou cette vague-là, on peut l'utiliser. Donc, et de cette manière-là, on sait que à chaque fois qu'on met ce signe de négation devant une proposition, la valeur de vérité de la proposition est inversée. Donc on a déjà, je pense que vous avez compris le système, comment est-ce qu'on fait pour définir les différentes valeurs de vérité, les différents connecteurs logiques. Donc on va faire maintenant le travail pour et, ou, et si, seulement si, et si, seulement si. Alors maintenant, on va prendre la conjonction. Donc P et Q, et donc je vous ai marqué déjà le signe logique, ce qu'on appelle la constante logique du signe de conjonction qui correspond à et on va se demander quelle est la table de vérité de la phrase tu as une boule de glace au chocolat et tu as une boule de glace à la vanille. Donc notre phrase fétiche. Et si je reprends cette phrase-là, je vais juste la copier-coller, ça ira plus vite. Donc, je vais la marquer ici. Donc, P, c'est tu auras une boule de glace au chocolat. Q, c'est tu auras une boule de glace à la vanille. Une boule de glace à la vanille, pardon. Et P et Q, c'est l'association des deux. Ah, mince. Donc, tu as une boule de glace au chocolat et tu as une boule de glace à la vanille. Je vais agrandir un tableau. Donc, on peut se demander
si jamais je dis tu as une boule de glace au chocolat et tu as une boule de glace à la vanille, est-ce que c'est possible, est-ce que ça peut être, est-ce que c'est compatible avec la vérité de cet énoncé que tu as une boule de glace au chocolat et tu as une boule de glace à la vanille? Oui. Donc, ici, quand les deux sont vrais, la proposition moléculaire est vraie. Si je dis, je promets à mon fils, tu as une boule de glace au chocolat et tu as une boule de glace à la vanille, et qu'il a une boule de glace au chocolat, mais pas une glace à la vanille, est-ce qu'il peut dire que ce que j'ai dit était faux? Oui. Hein, donc, si il a une boule de glace au chocolat et pas de boule de glace à la vanille, la proposition moléculaire est fausse. De même, pour le cas inverse, où il a une boule de glace à la vanille, mais pas de boule de glace au chocolat. Et si enfin il a ni l'un ni l'autre, également ma promesse était fausse. Donc là, on a la table de vérité de la conjonction, du « et ». Maintenant, on va faire l'exercice pour le « ou ». Le « ou », je vous ai indiqué ici le signe qui permet la constante logique qui remplace l'idée de « ou », qui indique que c'est un « ou », ça se lit P ou Q, hein, tout simplement, et puis là c'est P et Q, et là c'est non P. Donc on a ici affaire à ce qu'on appelle la déjonction. Donc on peut se demander quelle est la table de vérité pour l'énoncé tu as une boule de glace au chocolat ou tu as une boule de glace à la vanille. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste reprendre le tableau en dessous, puisque finalement on a les deux propositions qui sont constituantes sont les mêmes, et on va simplement ajouter une colonne, et on va voir que les valeurs de vérité ne sont pas les mêmes que dans le cas précédent. Ça. Je ne vais pas bien copier-coller, je vais tout simplement faire ça. Ou tu as une glace, voilà. Donc si je dis tu as une boule de glace au chocolat ou tu as une boule de glace à la vanille, si j'ai les deux, ça semble vrai. Apparemment, je n'ai pas menti. Si mon fils a l'un des deux, je n'ai pas non plus menti. On peut mettre vrai et vrai dans chacune des lignes. Par contre, s'il n'a ni l'un ni l'autre, à ce moment-là, il semble que ce que j'ai dit est faux, et donc que si voilà, on a cette configuration-là, la phrase moléculaire construite sur « ou », disjonctive, est fausse. Donc, ce qu'il y a d'intéressant ici, c'est que vous voyez que les valeurs de vérité ne sont pas les mêmes pour la phrase moléculaire, alors même que les deux propositions qui les constituent sont identiques. Alors ici, il y a une difficulté. C'est que le terme « ou » dans le langage courant est ambigu. C'est-à-dire qu'on peut très bien supposer que quand je dis « tu auras une boule de glace au chocolat ou tu auras une boule de glace à vanille », je voulais dire « tu auras une boule de glace au chocolat ou bien tu auras une boule de glace à la vanille ». Dans ce cas-là, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire qu'il n'est pas possible que tu aies les deux. Il faut que tu choisisses. Si, quand je dis il faut que tu choisisses, donc je dis que dans la première configuration propositionnelle de valeur de vérité, la valeur de vérité de la proposition moléculaire sera fausse. Donc ici, il faudrait remplacer le vrai par faux. Mais si je fais ça, en vertu du principe de vérifonctionnalité, je définis un autre connecteur que celui qui est défini ici. Donc il faut que je fasse, pour l'indiquer, il faut que j'ajoute une nouvelle colonne à mon tableau. Alors, ajouter une colonne, comment est-ce qu'on fait ça? Uniformiser, fusionner, insérer. Voilà. Insérer, colonne à droite. Et donc ici, je vais définir un nouveau connecteur qui n'est pas le même et qui sera exactement le même que le précédent, à une différence près, cruciale, qui est que on ne peut pas avoir à la fois tu as une boule de glace au chocolat vrai et tu as une boule de glace à la vanille vraie. Donc c'est le deuxième cas possible. Mais on peut même imaginer une troisième manière de dire « ou », une manière de dire « ou » qui ne garantisse pas qu'on ait au moins une boule de glace au chocolat et une boule de glace à vanille, mais qui simplement interdisent qu'on ait les deux en même temps. Hein, on pourrait simplement dire qu'il y a une incompatibilité. Donc on pourrait imaginer que ici, au lieu d'avoir faux, on est vrai. Par conséquent, on peut ajouter encore une colonne dans ce tableau, colonne à droite. Et donc ici, mince, qu'est-ce que je fais? Oui, il faut que je colle. Et donc ici,
on aurait en réalité un ou qui signifierait qu'on ne peut pas avoir, il est incompatible que tu aies une boule de glace au chocolat et une boule de glace à la vanille. Donc, je ne vais pas mettre de signe ici parce que je ne sais pas comment le noter, mais c'est un nouveau signe, un nouveau connecteur qui aurait cette table de vérité. Non, attendez, est-ce que je me trompe là? Donc c'est incompatible. Oui, non, c'est bon. C'est-à-dire que le seul cas qui est exclu par cette phrase, c'est que les deux soient vrais. Mais sinon, tous les autres sont possibles. Alors, en logique, pour distinguer ces différents « ou » qui sont souvent confondus dans le langage ordinaire, dans le premier cas, dans ce cas-là, on parle je vais le marquer ici, du « ou » ou de la disjonction inclusive. Ici, on parle de disjonction exclusive, puisqu'elle exclut le fait que les deux soient vrais en même temps, alors que la première inclut cette possibilité, exclusive. Pardon. Et dans le troisième cas, on parle simplement d'incompatibilité. Voilà, donc là, on a traité le cas du « ou ». Alors, pour la semaine prochaine, essayez de faire cet exercice-là. Hein, expliciter le sens d'expression, la liberté ou la mort, la bourse ou la vie, une balle, hein, c'est dans Narcos, une balle, la pomo la plata, une balle ou de l'argent. Hein. Essayez de le faire et de le poster dans le forum. Et je corrigerai la semaine prochaine. Voilà, donc on a terminé pour la disjonction. Maintenant, il nous reste à définir le si. Si. Alors, là, ici, je vais prendre des exemples qui sont dans le livre de Wagner que je vous ai conseillé. C'est page 35, où Wagner réfléchit sur cet opérateur si, qui est un opérateur qui est très, très important dans notre vie ordinaire et en philosophie. Donc, il donne des exemples que j'aime beaucoup et donc j'aimerais juste commenter avec vous. Donc, premièrement, si Oswald n'avait pas assassiné Kennedy, quelqu'un d'autre l'aurait fait. Si Oswald n'a pas assassiné Kennedy, quelqu'un d'autre l'a fait. Une question qu'on peut se poser, c'est que ces deux énoncés semblent très très proches l'un d'autre, et pourtant ils sont différents, ils ont un sens distinct. Et donc la question c'est comment comprendre cette distinction? Quel est le sens qu'a le premier énoncé, quel est le sens qu'a le second énoncé? Alors, en fait, je crois que je ne vais pas commenter tout de suite, je vais juste vous lire les différentes phrases, et puis dans le forum aussi, ce sera le deuxième exercice, essayer de proposer une manière de distinguer ces différents énoncés. Troisième phrase, si elle prépare bien sa campagne, elle gagnera les élections. Quatrième phrase, si un corps est en chute libre, son mouvement est uniformément accéléré. Cinquième phrase, si elle se déplace, il la suit. Et sixième phrase, si la Terre était en mouvement, les objets ne tomberaient pas verticalement. Voilà, donc là on voit que les énoncés de forme si sont très très divers. Les énoncés de forme si sont très importants pour nous puisque ils permettent de stimuler notre imagination, ils sont à l'origine de notre nostalgie, de nos regrets. Si j'avais fait ceci, j'aurais été autrement, donc c'est une source de souffrance de penser les choses comme ça. Si j'étais né dans un autre milieu, j'aurais une autre vie, c'est une source de colère politique, colère sociale. C'est aussi, les énoncés en forme si servent aussi à structurer la société, puisqu'on nous dit, si jamais tu fais tel acte, tu vas aller en prison, tu vas avoir une amende pour nous dissuader d'accomplir ces actes. Donc, c'est vraiment très, très important de bien comprendre comment fonctionnent les énoncés si, alors. Hein, je passe encore, il y a des livres qui ont été écrits, il y a un livre notamment qui a été en anglais, If, qui s'appelle comme ça. Voilà. Et donc, du coup, j'aimerais qu'on réfléchisse un petit peu d'un point de vue logique sur cette forme. Et pour ça, on va aplatir l'énoncé, on va aplatir les différences en se concentrant simplement sur une définition vérifonctionnelle du si, alors, en prenant des énoncés très simples. Donc, je te donnerai du chocolat si tu es sage. Donc, si on prend cet énoncé, qu'on en fait la table de vérité, qu'est-ce que ça donne? Donc, ici, on pourrait... voilà, peut-être que je vais commencer par recopier l'énoncé. Voilà, je te donnerai du chocolat si tu es sage. Je vais le mettre ici. Plutôt, donc du coup, je vais le formuler de manière comme ça. Inverse, si tu es sage, je te donnerai...
ensuite, donc là, Q, ça correspond à je te donnerai du chocolat, et si tu es sage, voilà. Donc, quelle est la valeur de vérité? Quelle est comment définir ici le si alors? Donc, si je dis, donc, si tu es sage, alors je te donnerai du chocolat, et que, effectivement, la personne est sage et que je lui donne du chocolat, est-ce que c'est compatible? Est-ce que la vérité de la proposition moléculaire est compatible avec cette distribution de vérité? Oui. En revanche, si je dis à quelqu'un, si tu es sage, alors je te donnerai du chocolat, que la personne est sage et que je ne lui donne pas de chocolat, ma promesse était fausse. Donc, l'énoncé, si tu es sage, alors je te donnerai du chocolat, est incompatible avec la distribution de vérité, vrai, faux. Ici, alors, dans les deux cas suivants, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a plusieurs théories qui s'opposent. On peut définir plusieurs opérateurs logiques. On peut définir un opérateur logique, enfin, il y en a 4. Soit je complète par vrai, vrai, par faux, faux, par vrai, faux, ou par faux, vrai. Alors, si je dis si tu es sage, je te donnerai du chocolat, essayons de voir quelle est l'option la plus apparemment raisonnable. Si la personne n'est pas sage, j'ai pas dit si tu es sage, je te donnerai du chocolat, j'ai pas dit que si elle n'était pas sage, je ne donnerais pas de chocolat. Et peut-être que si je peux lui donner du chocolat pour une autre raison, simplement, voilà, ou à un autre moment. Donc, je peux très bien, je n'exclus pas ici la possibilité, quand je dis si tu es sage, je te donne du chocolat, que je donne du chocolat alors que la personne n'a pas été sage. Donc, pour le voir, en fait, il faut distinguer deux choses. Ce qui est un peu bizarre ici, c'est qu'il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer ce que veut dire l'énoncé en lui-même et ce que veut dire l'énoncé dans la situation. Dans la situation, évidemment, on se représente, on s'imagine plus quand on interprète cet énoncé que ce que l'énoncé dit vraiment. C'est-à-dire qu'on imagine le fait que cet énoncé a pour fonction d'obtenir de la personne à qui on l'adresse un certain comportement. Si je veux obtenir de la personne qu'elle soit sage et que je lui dis, même si tu n'es pas sage, je te donnerai du chocolat, je perds tout le pouvoir d'incitation du chocolat. Si bien que dans la vie ordinaire, quand on dit ça, on implique autre chose, on implique implicitement, si tu n'es pas sage, je ne te donnerai pas de chocolat. Mais ça, c'est dans la vie ordinaire et c'est à cause de la situation dans laquelle la situation d'énonciation. Mais ce n'est pas ce que l'énoncé dit. Ce que dit l'énoncé, c'est simplement que si la personne est sage, elle aura du chocolat, mais je ne dis rien de ce qui se passerait si elle n'est pas sage. Donc ici, il semble qu'il faille dire, si on prend l'énoncé en lui-même, que c'est vrai. Et si la personne n'est pas sage et que je ne lui donne pas du chocolat, ça semble aussi, cette configuration semble compatible avec l'énoncé qui promet du chocolat en cas de sagesse, puisque si la personne n'a pas été sage, voilà, je ne lui donne pas de chocolat, c'est tout à fait compatible avec la vérité de l'énoncé. Donc même si je donnais jamais de chocolat à la personne, si jamais elle n'était jamais sage, l'énoncé continuerait à être vrai. De la même manière, si les prisons pourraient être vides, les lois qui nous menacent, qui nous disent si tu commets telle faute, tu auras telle peine de prison, continueraient à être valides, à condition que personne ne commette de faute. Donc ça, c'est pour si tu es sage, alors je te donnerai du chocolat. Maintenant, on va essayer de voir ce qui se passe si je dis seulement si tu es sage, alors je te donnerai du chocolat, pour voir si c'est le même connecteur logique ou pas. Alors, je recopie. Donc, si tu es sage, voilà. Donc, seulement si tu es sage, alors je te donnerai du chocolat. Si je dis ça et que la personne est sage et que je lui donne du chocolat, cette configuration de vérité est compatible avec la vérité de cette proposition moléculaire. Donc, vrai. Par contre, si je dis seulement si tu es sage, alors je te donnerai du chocolat. Si je dis cela et que je constate que vous constatez que je n'ai pas donné de chocolat, mais que la personne était sage, ça ne montre pas que cette proposition moléculaire est fausse. Pourquoi? J'ai dit seulement si tu es sage, alors je te donnerai du chocolat, mais je peux très bien aussi supposer, je peux très bien vouloir en plus d'autres conditions. Seulement si tu es sage et que tu as fait tes devoirs, alors je te donnerai du chocolat. Donc si on considère ce que j'ai dit réellement, j'ai seulement dit qu'il faut être sage pour avoir du chocolat, mais que je n'ai pas dit que aussitôt qu'on est sage, on a du chocolat. Donc dans ce cas-là, si tu es sage et vrai et je te donne du chocolat est faux,
seulement si tu es sage, alors je te donnerai du chocolat, est vrai. Et ici, on voit que si et seulement si ne fonctionnent pas de la même manière. Donc en réalité, ce ne sont pas les mêmes connecteurs logiques. En revanche, si je dis seulement si tu es sage, alors je te donnerai du chocolat, que je te donne du chocolat, il ne peut pas être vrai que tu n'as pas été sage. Donc, seulement si tu es sage, alors je te donnerai du chocolat, exclut la troisième possibilité, tandis que si tu es sage, alors je te donnerai du chocolat, ne l'excluez pas. Et enfin, si les deux sont faux, on peut également dire que l'énoncé moléculaire est vrai. Donc ça, c'est pour ces deux types de si hein, qu'on ne distingue pas dans le langage courant. Et il reste une troisième possibilité, le si et seulement si. Si et seulement si. Si et seulement si tu es sage, alors je te donnerai du chocolat. Donc là, dans ce cas-là, si les deux ont lieu, c'est vrai. Si aucun des deux n'a lieu, c'est également vrai. Mais en revanche, si ici vous avez tu es sage et vrai et que je ne te donne pas de chocolat, la proposition moléculaire sera fausse et elle sera fausse également dans l'autre cas. Donc ici, on a encore une autre table de vérité que dans les deux cas précédents. C'est bien qu'il nous faut distinguer trois concepts en réalité qui sont mélangés quand on parle qui sont mélangés quand on parle de si, quand on emploie si dans le langage courant. Donc, il faut distinguer ce qu'on appelle la condition suffisante, qui est ici, le si de condition suffisante. On pourrait remplacer si par il suffit de pour obtenir telle chose ou pour que cela ait lieu. Ici, la condition nécessaire. Là, on parle soit de biconditionnel, condition nécessaire et suffisante aussi, on peut dire. Ou alors, on parle d'équivalence logique. Et ici, donc en logique, on parle, c'est ce qu'on appelle l'implication matérielle. L'implication matérielle, c'est tout simplement le connecteur, je vais vous marquer son signe, qui a pour signe la flèche. Je vais vous le marquer. Voilà. C'est tout simplement cet énoncé-là. Il n'y en a pas de spécifique pour la condition nécessaire. Et pour l'équivalence, il y en a aussi un, qui est la double flèche. Je vais également vous indiquer. Voilà. Donc, vous avez donc là, on a distingué trois concepts qui correspondent à l'énoncé si. Et alors, c'est une distinction qui est très, très importante pour vous, pour la méthodologie de la dissertation, puisque très souvent, les sujets de dissertation ont comme forme, est-ce qu'il suffit de X pour Y? Est-ce qu'il suffit d'obéir aux lois pour être juste? Si vous avez un sujet de cette forme, comprendre la logique des propositions vous permet d'envisager plusieurs hypothèses. Première hypothèse, les deux sont indépendants. Il n'y a aucune relation de valeur de vérité entre les deux. Il n'y a pas de connecteur entre les deux. Voilà, on peut avoir toutes les configurations de valeur de vérité possibles. Deuxième hypothèse, donc celle qui est suggérée par le sujet, obéir aux lois est une condition suffisante pour être juste. Et donc, à ce moment-là, si c'est le cas, il faudrait que ça soit faux qu'on puisse obéir aux lois et ne pas être juste. Si vous trouvez un cas où on n'est pas juste, qui correspond à ça, à la deuxième configuration de vérité, de valeur de vérité, si vous trouvez un cas où on n'est pas juste et où on obéit aux lois, alors l'hypothèse doit être rejetée. Vous pouvez aussi vous demander s'il n'y a pas une relation de conditions nécessaires entre les deux, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas être juste sans obéir aux lois, mais on pourrait obéir aux lois sans être juste. Et à ce moment-là, pour critiquer cette hypothèse, il faudrait trouver un cas où
on est juste sans obéir aux lois. Et enfin, vous avez la condition nécessaire et suffisante, où il faudrait que, quand on est juste, être juste, ça implique d'obéir aux lois, et obéir aux lois, ça implique d'être juste. Alors, dernier point, c'est que quand vous avez une condition qui est nécessaire, mais pas suffisante, la question, c'est quelles sont les conditions qu'il faut ajouter à la condition nécessaire pour obtenir une condition suffisante. Si je dis il est nécessaire d'avoir une poêle pour faire une omelette, donc c'est une condition nécessaire, mais la question c'est quels sont les éléments qu'il faut ajouter à cette condition nécessaire pour être capable de faire une omelette. Et donc il faut ajouter des œufs, de l'huile, du persil, un petit peu de poudre de paprika, du sel. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. Oui, peut-être une pointe des oignons revenus dans l'huile, ça peut être sympa aussi. Bon, voilà, donc là, je plaisante, mais en fait, ce que j'ai ajouté, c'était des erreurs, puisque ce ne sont pas des conditions nécessaires, ce ne sont pas des conditions suffisantes, ce sont simplement des éléments qui sont optionnels. Voilà, donc on a terminé ici l'étape de vérité des différents types de connecteurs logiques. Alors, je vais vous mettre ce document dans le forum. Vous avez ici un texte qui est extrait de Sextus Empiricus des hypothèses pyrrhoniennes pour vous montrer que la question, la définition des opérateurs logiques était déjà au cœur des débats dans l'Antiquité, suite au Mégarique, donc Philon, qui était un Mégarique, et Diodore également, et suite aussi aux travaux des stoïciens. Voilà, donc je vais arrêter cette vidéo ici, et dans la vidéo suivante, je vais essayer d'approcher les connecteurs logiques d'un autre point de vue, non plus du point de vue de l'analyse du langage ordinaire, mais d'un point de vue constructif. C'est-à-dire que ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de reconstruire tous les connecteurs logiques possibles dans tous les langages humains possibles, et ça, a priori, par une construction mathématique. Je vous remercie pour votre attention.